Depuis l'an 2000, à travers toute la surface du globe, ont été recensés un peu plus de 60 coups d'État ou tentatives de coups d'État à travers le monde. Rien qu'en 2023, parmi les plus médiatisés, se trouvent les coups d'État menés par Abdourahmane Tiani au Niger, Brice Oligui Nguema au Gabon et Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Ayant atteint chacun leur objectif, l'avenir nous apprendra comment ces dirigeants se maintiendront au pouvoir. En 2023 toujours, la rébellion du groupe armé Wagner et de son dirigeant Evgueni Prigojine contre l'autorité de Vladimir Poutine et le pouvoir central de la Fédération de Russie fut d'abord perçue comme une potentielle tentative de coup d'État par les observateurs occidentaux. Mais une solution diplomatique, à travers l'intermédiaire du président biélorusse Alexandre Loukachenko, permettra de dissiper le conflit entre le groupe armé et le pouvoir russe. Toutefois, le 23 août 2023, Prigojine meurt dans le crash de son avion, ainsi que 9 autres passagers, dont le numéro 2 du groupe Wagner, qui l'accompagnait. D'aucuns estiment encore actuellement que, du point de vue du pouvoir russe, le hasard fait décidément bien les choses. Du point de vue occidental, des événements beaucoup plus spontanés et tout aussi médiatiques ont été annoncés ou perçus comme des tentatives de coup d'État. Ce fut le cas par exemple pour l'invasion du Congrès américain par des partisans de Donald Trump en janvier 2021, ou une situation similaire par les partisans de Jair Bolsonaro au Brésil en janvier 2023. Concernant ces emballements médiatiques, la France n'est pas en reste, notamment avec la Tribune des généraux sortie en avril 2021 et qui a secoué l'univers médiatique français. Concernant le domaine du pouvoir, comment doit-on définir un coup d'État ? Quand ce terme est-il apparu et quelles sont les conditions de sa réussite ou au contraire de son échec ? C'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui à travers des exemples historiques, qu'ils aient réussi ou échoué, mais aussi à travers la loi, grâce à l'apport intellectuel de la chaîne Code Rouge qui m'accompagnera dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Arnaud de la chaîne YouTube Code Rouge, sur laquelle je parle de droit constitutionnel, de droit administratif aussi, avec des finances publiques ou par exemple la laïcité, et parfois de droit international. Merci à l'Éminence Grise de m'avoir invité à participer à cette vidéo sur laquelle je vais pouvoir préciser quelques concepts juridiques. Place donc au coup d'État, un concept mouvementé et décisif dans le domaine du pouvoir. En premier lieu, il ne faut pas confondre le coup d'État ni avec la révolution, qui souvent émane d'un mouvement populaire de masse, ni avec l'insurrection, qui est aussi un mouvement populaire massif, mais en plus armé. Il n'est d'ailleurs pas rare qu'une insurrection soit le prélude à la Révolution, comme ce fut le cas en 1830 lors de l'événement dit des Trois Glorieuses qui vit en France la chute de la Restauration au profit de la monarchie de Juillet. Elle est considérée comme la seconde Révolution française après 1789. Mais revenons au coup d'État. Un coup d'État est le renversement d'un pouvoir politique, par l'action violente ou non, d'un groupe d'individus afin d'instaurer un nouveau pouvoir politique. Ce renversement peut se faire dans la violence, ou non. Il peut également avoir lieu avec le soutien affiché de la population, ou au contraire être subi par la dite population. Le plus souvent, le coup d'État est armé et ou bénéficie du soutien d'une institution en armes, en l'occurrence les forces militaires. On le nomme alors communément putsch. Alors comme il tombe dans la catégorie des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, le coup d'État, qui est une infraction pénale, est réprimé par le code pénal. Je rappelle qu'en matière de droit pénal, il n'y a pas de peine sans texte. Une infraction, pour être réprimée, doit être prévue et définie précisément par un texte, et même par la loi. Et le code pénal parle donc à l'article 412-1 d'attentat. Alors aujourd'hui, quand on parle d'attentat, on pense à un attentat terroriste. Mais le terrorisme est traité à part dans le code pénal, c'est les articles 421-1 et suivants. L'attentat, c'est d'après l'article 412-1 du code pénal, le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national. Il est puni de 30 ans de détention criminelle ou même de la perpétuité s'il est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique.
Et si aujourd'hui un texte prévoit une définition et une réponse pénale au coup d'État, eh bien ça n'a pourtant pas toujours été le cas. En 1961, pendant la guerre d'Algérie, un carteron de généraux en retraite, comme dira De Gaulle, tente de renverser le gouvernement qu'il juge trop favorable à l'indépendance de l'Algérie. Alors ce putsch des généraux ou putsch d'Alger échoue et l'année suivante, l'Algérie obtient son indépendance. Les putschistes ainsi que les membres de l'organisation terroriste OAS, partisans de l'Algérie française, sont arrêtés. Mais devant la gravité des actes et en l'absence d'une législation réprimant le coup d'État ou le terrorisme, des juridictions d'exception sont créées. Le Haut Tribunal militaire et la Cour de sûreté de l'État. Le Conseil d'État a d'ailleurs à cette occasion jugé qu'une juridiction, même d'exception, ne pouvait pas contrevenir au droit de la défense ou au droit à un recours effectif. Quand Mitterrand est élu en 1981, il supprime la dernière cour d'exception et l'année suivante, la loi prévoit que les crimes et délits contre la sûreté de l'État seront jugés par les tribunaux de droit commun. C'est à cette occasion que l'attentat et le complot font leur entrée dans le code pénal. Enfin, le coup d'État n'est pas toujours révolutionnaire. Il peut même arriver qu'un coup d'État soit la volonté de conservateurs contre un régime qu'ils considèrent comme trop progressiste. C'est dans ce cas une volonté contre-révolutionnaire. Selon Javier Fernández López, un homme politique espagnol qui fut tantôt officier militaire, tantôt universitaire et qui a écrit nombre d'ouvrages sur l'armée et la politique de son pays, nous liste les éléments nécessaires à l'organisation d'un coup d'État. Je cite : « Deux conditions sont nécessaires pour qu'un coup d'État triomphe. D'une part, qu'il y ait des personnes avec les moyens et la volonté pour le protagoniser. D'autre part, que la société dans laquelle il va être réalisé ait le degré de sous-développement politique suffisant pour en accepter le résultat. » À ces conditions s'ajoutent quelques circonstances inévitables. Le secret absolu des protagonistes impliqués, la prise de contrôle rapide des lieux de pouvoir, l'arrestation et l'enfermement des détenteurs du pouvoir afin que soient officiellement actées leurs démissions et les passations de pouvoir. La communication claire et concise du basculement des événements, la régularisation du nouveau pouvoir par la création d'une nouvelle constitution, facilitée en cas de soutien populaire. Enfin, afin d'éviter tout isolement au niveau international, la reconnaissance du nouveau régime par les autres régimes politiques, ou au moins par de grandes puissances. Dans l'histoire de France, l'un des plus célèbres coups d'État fut celui du 18 Brumaire, ou le 9 novembre 1799, qui eut lieu à l'initiative de l'abbé Sieyès, de Lucien Bonaparte et de son frère Napoléon. La réussite de l'événement sera le point de départ du Consulat, puis du Premier Empire, qui durera jusqu'à l'abdication de Napoléon Ier en 1815. Un autre coup d'État célèbre est celui d'un autre Napoléon. On ne change pas un combo qui gagne, la différence étant que lors de ce coup d'État, Louis-Napoléon Bonaparte est déjà au sommet hiérarchique de la Deuxième République. Seulement l'élite politique n'est pas totalement de son côté et à quelques mois de la fin de son mandat, il ne peut pas se représenter. Bien décidé à garder le pouvoir et se sachant soutenu par une large part de la population, Bonaparte décide donc avec ses conspirateurs de lancer un coup d'État administratif le 2 décembre 1851. Bien qu'il soit effectivement soutenu par la population, certains parlementaires, comme Victor Hugo par exemple, prendront les armes. Mais l'armée soutient Bonaparte et les réfractaires au coup d'État seront arrêtés, emprisonnés ou exilés. Pour se maintenir au pouvoir en 1851, Louis-Napoléon Bonaparte, qui se fera bientôt appeler Napoléon III, demande son avis au peuple par plébiscite. Il dit alors « Je n'étais sorti de la légalité que pour rentrer dans le droit. Plus de 7 millions de suffrages viennent de m'absoudre. » On comprend que le coup d'État est un crime grave contre la légalité et que s'il réussit et s'il n'est pas puni par la justice, il doit être régularisé par le peuple. En tout cas dans la pensée césariste napoléonienne et plus tard gaulliste, qui place le peuple comme arbitre suprême au-dessus du droit. De Gaulle, qui avait pourtant créé le Conseil constitutionnel, avait dit « En France, la meilleure cour suprême, c'est le peuple ». Ainsi, même si ce n'est pas automatique, le coup d'État peut s'accompagner d'un changement de la nature du régime politique. Changer la nature du régime, ça veut dire modifier la Constitution ou même changer de Constitution. Et autant la révision de la Constitution est prévue, notamment à son article 89, autant la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision, selon ce même article 89. C'est une disposition qui existe dans les constitutions françaises depuis 1884, à l'époque où les républicains sont majoritaires au Parlement, mais craignent quand même un retour au pouvoir des monarchistes ou des bonapartistes. Mais depuis un siècle et demi, cette disposition est jugée assez peu utile. Elle n'a jamais empêché les changements de régime, la forme républicaine n'est pas bien définie, une révision peut d'abord supprimer cette phrase puis changer la nature du régime,
Et enfin, le Conseil constitutionnel ne contrôle pas les révisions qui sont par essence contraires à la Constitution. Enfin, l'avènement de la Ve République et son instauration par Charles de Gaulle en 1958 est considéré par nombre d'historiens et d'intellectuels comme une sorte de coup d'État constitutionnel, qu'on peut d'ailleurs rapprocher de celui de Napoléon III, tant le soutien populaire envers l'homme providentiel, césariste, lui a permis l'accès au pouvoir. Dans son livre sorti en 2003, Militares contra el Estado, les militaires contre l'État, Javier Fernández López estime que dans les années 1980, plus de la moitié des gouvernements dans le monde étaient issus d'un coup d'État. Le 11 septembre est une date célèbre de l'histoire du XXIe siècle, dont l'algorithme YouTube nous empêche amicalement de montrer les images. Mais il existe un autre 11 septembre, celui de 1973. Ce jour-là, un coup d'État violent est mené par les militaires du général Pinochet contre Salvador Allende, le président démocratiquement élu du Chili, dont le programme reposait sur la nationalisation de certains secteurs économiques clés. Pour éviter l'avènement de ce régime socialiste, idéologiquement trop proche de celui de l'URSS, la CIA apportera un soutien financier de plusieurs millions de dollars qui permettra un soutien important aux adversaires d'Allende, dont le général Pinochet. À travers le temps et l'histoire du monde, il y eut d'autres tentatives de coup d'État qui réussirent. Celui qui eut lieu en Grèce en 1967 et qui aboutit à la dictature des colonels durant 7 ans. Mais aussi en Ouganda avec Idi Amin Dada en 1971. Ou encore le coup d'État mené par Pol Pot au Kampuchea, aujourd'hui appelé Cambodge, et qui donnera en 1977 le régime des Khmers rouges qui compte parmi les régimes politiques les plus sanglants et les plus abominables du XXe siècle. L'autre revers de la médaille, c'est qu'il y eut également des renversements de pouvoir par la mise en œuvre de coups d'État dits administratifs, permettant le rétablissement de la démocratie. En Espagne, le 23 février 1981, des officiers, avec à leur tête le lieutenant-colonel Terrero, tirent des coups de feu dans la chambre parlementaire durant une session. On craint alors la déroute du processus démocratique, jusqu'à ce que le roi Juan Carlos, qui avait succédé à Franco, étonne la nation par une allocution télévisée exigeant que l'armée apporte son soutien inconditionnel au gouvernement démocratique légitime. Il y eut également des coups d'État beaucoup moins violents, comme celui de la révolution des œillets au Portugal, qui a commencé par un soulèvement de l'armée et s'est terminé grâce au ralliement populaire, faisant tomber la dictature salazariste et aboutissant à la démocratie. Ces révolutions de velours apparurent également dans l'ancienne Tchécoslovaquie en 1989 ou encore en Arménie en 2018. Encore aujourd'hui, des tentatives de coup d'État émaillent ici et là l'actualité, que ce soit dans le monde ou même au sein de nos sociétés. L'instabilité politique, économique et la perte de confiance dans les institutions ou dans l'avenir sont des facteurs déterminants qui peuvent pousser des groupes à agir au nom de leurs valeurs ou au nom de leurs intérêts. Le sujet du pouvoir est vaste et mouvant, et même au sein d'un concept comme le coup d'État, on se rend compte qu'il peut s'incarner de bien des façons et aboutir à bien des résultats. Parfois pour le meilleur, mais plus souvent pour le pire. Voici une galerie d'ouvrages autour du sujet si vous souhaitez l'approfondir. Merci encore à Arnaud de la chaîne Code Rouge, dont les apports intellectuels nous éclairent sur la juridiction pénale autour du coup d'État. Découvrez son travail et imprégnez-vous d'un savoir utile et important que ce vidéaste met à votre disposition. Apportez-lui la force et l'attention qu'il mérite. Si cette vidéo vous a plu et vous a appris certaines choses, vous pouvez soutenir les prochaines en rejoignant les membres de la chaîne. Tous les détails sont dans le commentaire épinglé. Je remercie également tous ceux qui participent déjà à l'aventure Éminence Grise, et merci à vous pour votre visionnage, vos réactions et vos commentaires. Lisez beaucoup, apprenez autant et partagez le savoir. Salutations.